Bonjour et bienvenue pour une analyse qui glace le sang, mais bien réelle, le FMI et la Banque mondiale en France, quelles conséquences? Pourquoi ce contenu est d'actualité? Voici les derniers warnings du FMI qui datent de janvier et février 2025. Depuis, la situation s'est dégradée de manière exponentielle. L'État est en roue libre et Macron offre des milliards. Le FMI et la Banque mondiale, deux institutions qui prétendent sauver les pays en crise, mais qui, derrière le masque de l'aide, imposent des politiques destructrices. Grèce, Argentine, Tunisie, Italie, Espagne, et demain la France. Chiffres, déclarations officielles, stratégies cachées, tout y passe. Restez bien jusqu'à la fin, vous allez comprendre comment l'économie réelle est asphyxiée au nom de la dette. Voici les sources qui ont permis la réalisation de cette analyse. Créé à Bretton Woods en 1944. Le FMI a pour mission de garantir la stabilité monétaire mondiale et d'éviter les crises de change. La Banque mondiale, elle, finance le développement et prétend lutter contre la pauvreté. Mais derrière ces belles intentions, leur action impose des conditionnalités strictes qui dépossèdent les pays de leur souveraineté économique. À ce propos, voici une déclaration de Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie. Le FMI agit davantage comme un huissier de justice au service des créanciers que comme une institution d'aide. Le FMI, c'est une aide, mais sous conditions destructrices. Chaque prêt est conditionné à des réformes imposées. Réduction massive des dépenses publiques. Hausse des impôts indirects, comme la TVA. Privatisation d'entreprises stratégiques, au profit des multinationales. Et dérégulation totale du marché du travail. Résultat ? Moins d'État, plus de précarité. La Banque mondiale. Derrière ses discours sur le développement, oriente ses financements vers des projets rentables, souvent non locaux. Elle favorise les grands groupes internationaux et l'extraction de valeur plutôt que sa création sur place. Ces conditions ? Similaires à celles du FMI. Austérité, privatisation, ouverture aux marchés étrangers. Mais jamais sans contrepartie. L'ancien directeur du FMI donne le ton. Nous sommes des médecins, on impose un régime sévère. Tout d'abord, la Grèce, de 2010 à 2015. Le FMI, la Banque centrale européenne et la Commission européenne. Ensemble, ils forment la Troïka. En 2010, la dette publique grecque s'élève à 120% du PIB. En 2021, elle atteint 206%. En échange de leur aide, les mesures imposées sont brutales. Baisse des retraites jusqu'à 40%. Suppression de 150 000 postes dans la fonction publique. Privatisation massive des ports, des aéroports, du patrimoine national. Le résultat ? Une chute du PIB de 25%. Et un chômage record de 27%. Une économie brisée, au nom de la rigueur. Argentine. Deux dates, 2001 et 2018. À chaque fois, les recettes du FMI sont les mêmes, libéralisation, austérité et dévaluation. En 2001, le pays fait défaut sur 93 milliards de dollars. À l'origine, une politique d'austérité imposée par le FMI dans les années 90. Taux de change fixe, libéralisation à outrance, privatisation massive et coupe budgétaire. Résultat, une crise économique majeure. Un chômage massif et des émeutes sociales dans tout le pays. En 2018, l'Argentine revient vers le FMI et obtient 57 milliards de dollars. Le plus gros prêt jamais accordé par l'institution. Et le résultat est le même. En 2022, 94% d'inflation et 43% de pauvreté. Concernant l'Argentine, Joseph Stiglitz enfonce le clou, le FMI a contribué au désastre argentin par ses politiques rigides et inadaptées. La Tunisie, après la révolution de 2011. Sous l'impulsion du FMI, l'État réduit progressivement ses subventions. Sur l'essence, l'électricité et les produits de première nécessité. Les prix flambent, le chômage reste massif, le coût de la vie explose. Face à cette pression économique, la population se soulève. Résistance populaire, manifestation.
Le pays entre dans une instabilité politique chronique. Encore une fois, les recettes des technocrates du FMI déstabilisent au lieu de redresser. Mais aussi le Portugal, l'Irlande, la Roumanie, austérité, licenciement public, hausse de la TVA. Espagne, un contexte complexe avec l'explosion de la bulle immobilière qui provoque une crise de la dette privée, puis une crise bancaire majeure. Les caisses d'épargne s'effondrent. Bankia, symbole du désastre, fait faillite. Le chômage atteint 25%, et chez les jeunes, il dépasse les 50%. En 2011, la dette publique est à 69% du PIB, en 2014, elle grimpe à 100%. Le pays s'endette pour sauver les banques, pendant que les citoyens paient la facture. En juin 2012, l'Espagne demande une aide de 100 milliards d'euros via le mécanisme européen de stabilité. Officiellement, c'est l'Union européenne qui prête. Mais en coulisses, le FMI est impliqué. Il ne fournit pas d'argent cette fois, mais il assure le conseil technique et le suivi des réformes imposées. Une surveillance discrète, mais bien réelle. Les réformes imposées à l'Espagne sont lourdes et ciblées. D'abord, une restructuration bancaire sévère. Fusion forcée, fermeture d'agences et licenciement massif. Ensuite, création de la Bad Bank, la Sareb, chargée de racheter les actifs toxiques des banques privées, avec de l'argent public. Pour réduire le déficit, des coupes budgétaires, le gel des salaires dans la fonction publique et réforme des retraites. Et surtout, en 2012, une réforme brutale du Code du travail. Baisse des indemnités de licenciement, fin de la primauté des conventions collectives nationales. Résultat, plus de flexibilité pour les entreprises et plus de précarité pour les salariés. Travailler 6 jours sur 7 est courant en Espagne. Déclaration toujours aussi lunaire de Christine Lagarde, l'Espagne doit poursuivre les réformes courageuses. L'Italie. En 2011, la dette publique dépasse déjà les 120% du PIB depuis des années. Une crise de confiance éclate sur les marchés. Les taux d'emprunt de l'Italie grimpent brutalement, jusqu'à 7% en novembre 2011. Sous pression directe des marchés financiers et du FMI, le gouvernement Berlusconi chute. C'est le début d'une nouvelle phase sous surveillance, du FMI. En novembre 2011, l'Italie accepte un accord technique avec le FMI. Objectif, une surveillance renforcée. Ce que le FMI appelle en asset monitoring. Cette surveillance se fait en parallèle de la BCE. Le FMI ne prête pas d'argent mais il envoie des missions trimestrielles à Rome pour évaluer, analyser et orienter la politique économique italienne. En 2012, sous le gouvernement Monti, plusieurs réformes majeures sont déclenchées. La réforme des retraites Fornero repousse l'âge de départ et instaure un système contributif plus strict. La TVA passe de 20 à 22%. Des secteurs protégés sont libéralisés. Pharmacie, taxi, énergie. Les salaires dans la fonction publique sont gelés et le marché du travail subit une première vague de dérégulation. Le tout, sous l'œil attentif du FMI. Déclaration de Mario Monti, Premier ministre technique installé en 2011. L'Italie a été mise sous surveillance parce qu'elle était trop importante pour échouer. Le FMI, l'UE, la BCE ont exigé un tournant structurel. Voici un tableau récapitulatif des différentes décisions imposées par le FMI. Même sans prêter directement, le FMI peut intervenir par la bande. D'abord via les mécanismes européens comme le mécanisme européen de stabilité où la BCE exige des réformes en échange de son soutien. Ensuite, à travers des rapports d'analyse et des recommandations contraignantes. Souvent reprises par la Commission européenne. Et enfin, par une pression politique ou médiatique, largement relayée par les agences de notation. C'est exactement le scénario probable pour la France, si la BCE se retire et que Bruxelles ou les marchés réclament une mise sous tutelle des finances publiques. La situation actuelle en France avec une dette publique qui atteint 3 300 milliards d'euros. Soit plus de 110% du PIB. En 2025, le déficit est prévu à 5,5%. Bien au-delà des critères européens. Le taux d'intérêt moyen sur la dette dépasse désormais 3%. Les marchés s'inquiètent, le spread OAT Bund grimpe. Résultat, des rumeurs de surveillance accrues par Bruxelles et un risque croissant de recours au FMI si la confiance des marchés s'effondre.
Jacques Sapir, économiste de gauche, déclare: si la France sort des clous, la BCE peut couper le soutien. Le FMI interviendra. Gel ou baisse des retraites. Exemple en Grèce, baisse successive de 15 à 40%, avec une retraite minimum tombée à 430 € par mois. En France, cela passerait par la hausse automatique de l'âge de départ à la retraite déjà amorcée, la suppression des régimes spéciaux restants, un passage progressif à la capitalisation partielle et une indexation en dessous de l'inflation. Résultat, une paupérisation massive des retraités, surtout ceux aux revenus modestes. Coupe drastique dans la fonction publique. Exemple au Portugal et en Roumanie en 2010, suppression de 20% des postes publics en seulement 2 ans. En France, cela se traduirait par une réduction des effectifs dans la santé, l'éducation et les collectivités, un gel prolongé des salaires et des primes. Et l'externalisation, voire la privatisation, des services publics non régaliens. Conséquence, une baisse de qualité des services, des délais qui explosent et un creusement des inégalités territoriales. Privatisation massive ou la vente des bijoux de famille. Exemple en Grèce, privatisation des aéroports, des ports, des réseaux d'énergie, des loteries nationales et même de plages entières. En France, les cibles potentielles seraient l'aéroport de Paris, le réseau SNCF, les parts de l'État dans EDF ou encore les fréquences hertziennes. Les hôpitaux publics pourraient être progressivement transférés au privé via des partenariats publics-privés. Et le patrimoine foncier de l'État vendu à des fonds spéculatifs étrangers. Suppression ou réduction des aides sociales. Cela commence par la suppression des subventions énergétiques, des aides au logement et des aides au transport. Le RSA et les allocations familiales seraient revus à la baisse. Les aides restantes seraient conditionnées strictement au travail obligatoire, contreparties imposées et contrôles renforcés sur les bénéficiaires. Résultat, une hausse rapide de la pauvreté, particulièrement dans les zones rurales et périurbaines déjà fragilisées par la désertification des services publics. Augmentation de la TVA et des taxes indirectes. Exemple en Espagne et au Portugal où la TVA est passée de 18 à 23% en seulement 2 ans. En France, on pourrait assister à un passage de la TVA à 23 voire 25%. Les produits à taux réduit comme l'alimentation ou la culture pourraient grimper de 5,5 à 10%. De nouveaux produits de consommation courante pourraient aussi être taxés. Ce type de fiscalité indirecte et non progressive frappe d'abord les ménages les plus modestes, ceux qui consacrent la plus grande part de leur budget à la consommation. Libéralisation complète du marché du travail. Cela commencerait par la fin du SMIC national, remplacé par un salaire minimum négocié par branche. Les licenciements économiques seraient grandement facilités, avec la suppression de pans entiers du Code du travail comme la durée maximale hebdomadaire, le repos obligatoire et l'encadrement des horaires. Les CDD ultra flexibles deviendraient la norme et les stages non rémunérés seraient plus nombreux et plus longs. Dans un rapport de 2016, le FMI écrivait: le marché du travail français reste trop rigide et peu favorable à l'ajustement des salaires en période de crise. Réduction de la protection sociale universelle. Cela passerait par une révision profonde du modèle de sécurité sociale. Les remboursements de l'assurance maladie seraient réduits, laissant place à la généralisation des mutuelles privées, comme c'est le cas aux États-Unis. Les hôpitaux publics seraient soumis à des réformes dites coût-bénéfice. Chaque soin, chaque service, évalué selon sa rentabilité. Conséquences directes. Une fracture sanitaire grandissante entre ceux qui peuvent payer et les autres. Indépendance budgétaire supervisée. Comme en Grèce entre 2012 et 2018. La France pourrait être contrainte de soumettre son budget au FMI pour validation préalable. L'objectif serait clair, atteindre un excédent budgétaire primaire de 2 à 3% par an, c'est-à-dire hors intérêt de la dette. Concrètement, cela signifie des coupes nettes dans toutes les dépenses publiques, chaque année, pendant des années. Voici un récapitulatif des mesures probables pour la France, qui ont déjà été mises en place par le FMI. Ce n'est pas de la science-fiction. Le FMI et la Banque mondiale sont contrôlés par les pays occidentaux et surtout par les États-Unis. Le président de la Banque mondiale est toujours un Américain et celui du FMI toujours un Européen. Pour qu'une décision soit adoptée, il faut 85% des votes. Or, les États-Unis détiennent à eux seuls 16,5% des voix.
De quoi leur garantir un droit de veto absolu sur toute la politique économique mondiale. Les BRICS contre-attaquent. Face à l'influence du FMI et de la Banque mondiale, les BRICS ont créé leur propre institution, la Nouvelle Banque de développement. Son objectif ? Offrir un financement sans conditions idéologiques. Résultat, de plus en plus de pays africains et sud-américains refusent désormais de recourir au FMI, préférant des partenaires plus équitables et moins intrusifs. Si le FMI venait à intervenir en France, ou plutôt quand, ce ne serait pas une aide, mais un transfert de souveraineté économique au profit des marchés financiers, orchestré par une technocratie internationale sans légitimité démocratique. Et ce jour pourrait arriver plus vite qu'on ne le croit. Si la France perd la confiance des marchés, si la BCE réduit son soutien et si Bruxelles impose un plan de redressement, alors la France entrerait dans la même mécanique que la Grèce en 2010. La France est actuellement lanterne rouge mondiale en termes de croissance. Merci d'avoir suivi cette enquête jusqu'au bout. Ce que nous appelons aide internationale cache souvent une perte de souveraineté. Le FMI et la Banque mondiale ne prêtent jamais sans conditions et ces conditions appauvrissent les peuples. Restons lucides, informés et solidaires. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, et surtout, ne laissons pas les décisions économiques se prendre sans débat démocratique. À très vite pour de nouveaux décryptages.